Faut-il s'attendre à un affrontement de grande envergure en Afrique de l'Ouest? Les tensions sont en tout cas très fortes et plus encore depuis le week-end dernier, quand le Bénin a failli basculer dans un régime militaire. La riposte a été donnée par une intervention des forces béninoises, mais aussi par le soutien opérationnel de la France qui confirme avoir fourni un appui en renseignement, en observation, mais aussi un appui à noter des forces nigérianes. Puis, déploiement immédiat de troupes, des forces en attente de la CEDEAO venant du Nigeria, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, de la Sierra Leone. En tout cas, le Sénat nigérian a donné dès ce mardi son aval au président Bola Tinubu pour une intervention des troupes nigérianes, alors que le calme semble revenu. Pendant ce temps, les pouvoirs militaires de l'AES accusent Abuja de menacer la souveraineté de la Confédération Mali-Burkina Faso-Niger. Le président de la commission de la CEDEAO parle d'un état d'urgence régional, comme l'explique ce sujet de nos confrères d'Africa News. Omar Touraï, président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a appelé mardi la région à déclarer l'état d'urgence. La demande du diplomate gambien intervient 2 jours après la tentative de coup d'État au Bénin, alors que le mois dernier déjà en Guinée-Bissau, le président Umaro Sissoko Embalo a été renversé par l'armée. Face à ce climat, les dirigeants sont souvent accusés d'inertie, mais la donne change. Le Nigeria a apporté un soutien militaire au Bénin qui a permis de déjouer le coup d'État contre Patrice Talon. Dans la suite, le Sénat nigérian a approuvé le déploiement des troupes au Bénin à la demande des autorités de ce pays. Mais Omar Touraï invite désormais à l'introspection sérieuse sur l'avenir de la démocratie dans la communauté. Le diplomate rappelle aussi le besoin urgent d'investir dans la sécurité. Alors aussi surréaliste que cela puisse paraître, la question se pose désormais, sommes-nous aux portes d'un conflit régional en Afrique de l'Ouest? Pour en parler, je suis accompagné d'un panel d'invités. Niagale Bagayoko, bonjour Niagale. Bonjour. Politologue, présidente de l'African Security Sector Network. Théophile Kouamo, journaliste pour Décrypter l'Afrique. Bonjour Théo. Salut. Et avec nous à distance, José Brito, ancien ministre des Affaires étrangères au Cap-Vert et fin connaisseur des mécanismes de la CEDEAO. Bonjour Monsieur Brito. Oui, bonjour. Alors, mardi, le Sénat nigérien a donc approuvé par acclamation l'envoi de troupes au Bénin, ou plutôt validé, on va dire, a posteriori, le choix fait par le président Bola Tinubu qui avait déjà déployé l'armée de l'air nigériane à Cotonou dimanche dernier. Nous avons traduit l'argumentaire, donc, et on a écouté l'argumentaire du président de la Chambre haute du Parlement nigérian. J'aimerais commencer par toi, Niagale Bagayoko. Je voudrais commencer par te demander quel est ton regard sur ce dimanche terrible qu'a connu le Bénin. A priori, une mutinerie menée par un groupuscule de soldats, selon les propos de Patrice Talon, mais qui a mobilisé militairement le dimanche même la France, le Nigeria, et ce mardi, le Sénat nigérian qui a voté l'envoi de troupes, dont je le disais, au Bénin, alors que tout semble rentrer dans l'ordre. Pourtant, on a l'impression que l'on a pris un marteau pour tuer un moustique. Niagale. Non, moi je ne dirais pas ça. Moi j'ai plutôt le sentiment double. D'abord que l'on a assisté à un réveil de la CEDEAO que beaucoup attendaient, à une réaction ferme, même si il apparaît très clair qu'elle a légitimé a posteriori une intervention qui a été décidée à titre bilatéral entre l'État du Bénin et l'État du Nigeria, mais en l'occurrence, les protocoles en vigueur au sein de l'organisation, à savoir celui de Lomé de 1999 et celui de 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance, ont été activés, ce qui démontre que, au-delà de toutes les volontés de réforme aujourd'hui de ces instruments, ils sont en réalité dotés des outils nécessaires pour permettre
une intervention, notamment en cas de coup d'État, de toute façon en cas de rupture de l'ordre institutionnel. Mais par ailleurs, la deuxième réaction que j'ai eue devant ce qui s'est produit, c'est que en réalité, c'est presque déroulé le scénario qui était appelé à être mis en œuvre en 2023, lorsque justement le président Ola Tinubu avait souhaité mobiliser l'armée du Nigeria et tous les mécanismes et donc les forces au sein de la force en attente de la CEDEAO, mais qu'il s'était heurté à l'annonce du Sénat qui ne validerait pas une telle intervention, que la France, qui envisageait manifestement de s'opposer également à la prise de pouvoir par les militaires qui avaient renversé le président Bazoum. Là, on a l'impression que le scénario de 2023 s'est réalisé aujourd'hui d'une certaine façon au Bénin. Les espérances de cette CEDEAO qui en 2023, effectivement, souhaitait agir de manière plus ferme. Pour mettre un terme au coup d'État perpétré contre le président élu Mohamed Bazoum. Il y a une nuance à cela, c'est qu'il y a quand même eu, il y a à peine 2 semaines, un autre coup d'État qui, celui-ci, a réussi en Guinée-Bissau, mais qui n'a pas suscité de réaction autre que verbale de la CEDEAO. Donc, est-ce un réveil durable? Est-ce un réveil suffisamment robuste pour rendre sa légitimité à une organisation qui est extrêmement fragilisée, ou n'est-ce qu'un sursaut? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Et en parlant, on parlera de ces 2 poids, 2 mesures, ces doubles standards qui peuvent exister, en tout cas dans les cas... géométrie variable. Exactement, dans les cas béninois et bissau-guinéens. José Brito, vous qui connaissez très bien cette CEDEAO, on parle aujourd'hui d'état d'urgence, du moins certains membres de cette CEDEAO appellent de leur vœu l'instauration d'un état d'urgence. Est-ce que cela vous semble matériellement crédible et possible comme situation? Moi, je considère cette déclaration comme une prise de position politique, ce qui n'est pas légal. Donc, du point de vue de la CEDEAO, il n'y a aucun texte qui dit qu'il est possible de déclarer un état d'urgence régional. Pour moi, il exprime simplement une façon un cri d'alerte un petit peu face à tout ce qui se passe dans notre sous-région. Et pour ça, je pense que ça vaut la peine, mais sachant que légalement, disons, il n'y a rien qui prévoit dans les textes de la CEDEAO ce type de déclaration. Mais en même temps, ça met en évidence, en fait, le fonctionnement actuel de la CEDEAO. La CEDEAO, on a parlé de 2 poids, 2 mesures, mais c'est surtout, ça dépend des intérêts d'un certain nombre d'acteurs et non pas d'une position commune. La CEDEAO est une organisation régionale où les États sont tous membres et doivent avoir leur voix dans cette CEDEAO. Ce qu'on regarde depuis quelque temps déjà, c'est qu'il y a une capture, je dirais, de la CEDEAO par un certain nombre d'États, ou plutôt de chefs d'État, qui, en fonction de leurs intérêts communs et en fonction aussi de l'intérêt de sources étrangères à la CEDEAO, donc en fonction de ces intérêts, on prend des décisions. Donc voilà, en fait, je pense qu'il faut recadrer les choses, parce que là, c'est beaucoup plus flagrant, parce que on regarde 1 semaine avant, il y a un soi-disant coup d'État en Guinée-Bissau, mais où c'est un coup d'État où on met l'opposition en prison. Donc ça, c'est un peu difficile à voir, disons, un coup d'État. Mais bon, il y a un changement. Et dont les détails sont annoncés par le président déchu aux médias, d'ailleurs. On s'en souvient. Oui, non, on passe dans les détails, mais c'est clair aujourd'hui pour tout le monde. Quand le Premier ministre est
le directeur de campagne de l'ancien président, disons, qui, de toutes les sources, a perdu les élections. Quand son frère est ministre de l'Intérieur, en fait, on voit que, bon, c'est un coup d'État entre parenthèses, disons. Mais en fait, bon, comme il y a un changement, on peut parler de coup d'État. Et ici, au Bénin, bon, il ne faut pas oublier le contexte géographique, c'est-à-dire le Bénin, c'est le voisin du Nigeria. Et le Nigeria a, pour sa sécurité aussi, besoin de prendre des mesures de protection de propre intérêt du Nigeria. Et là, bon, avec le poids du Nigeria, que ce soit poids économique, militaire et politique, il est clair que les choses ont complètement été différentes par rapport au cas précédent. Mais tout ça nous porte la question déjà ancienne que de la capture de la CEDEAO par un certain nombre de chefs d'État. Alors, Niagalé, c'est vrai que cette CEDEAO, elle a peut-être certainement voulu montrer qu'elle changeait de braquet vis-à-vis des régimes militaires et qu'elle voulait réagir de manière stricte cette fois-ci. On est quand même à quelques jours d'intervalle entre ce qui s'est passé en Guinée-Bissau et ce qui a failli se passer au Bénin. Pourquoi ce déphasage en termes de réaction? Mais ça renvoie à toute la contradiction dans laquelle la CEDEAO se trouve depuis un certain nombre d'années. C'est-à-dire que la CEDEAO s'est trouvée extrêmement rejetée, notamment dans les rues, parce qu'on a vu en effet ces panneaux France dégage, mais il y a tout autant de panneaux CEDEAO dégage dans les rues ouest-africaines, parce qu'il y a eu cet implicite d'une CEDEAO qui serait un peu aux ordres soit de pouvoir acquis à la France comme celui de Alassane Ouattara. Non, moi, ce n'est pas du tout ce que j'allais mettre en avant, c'était un autre élément. C'est qu'il y a cette question, puisque vous m'interrogez sur le deux poids, deux mesures, il y a la question des décisions prises en cas de coup d'État militaire et de l'absence de décisions prises lorsque ce sont des civils qui se maintiennent au pouvoir en violation des textes qui régissent justement la gouvernance de leur pays respectifs. On a assisté à ces situations-là en Guinée, on a vu ça également en Côte d'Ivoire. On peut considérer dans une moindre mesure que la situation au Bénin a un lien aussi avec ce que certains appellent de manière parfois excessive, mais des coups d'État constitutionnels. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu une réforme au Bénin récemment qui a prolongé la durée du mandat présidentiel de 5 à 7 ans. Alors à sa décharge, Patrice Talon ne poursuit pas l'aventure présidentielle. Oui, mais il a créé un Sénat dans lequel il va avoir une place de choix. Donc la manœuvre est peut-être beaucoup plus subtile qu'on ne pourrait le croire. Et je pense que c'est là que se trouvent les contradictions qui mettent la CEDEAO en porte-à-faux avec le fameux document qui s'appelle la Vision 2020, pardon, qui avait été adopté en 2007, qui prévoyait que l'on passe d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples. Aujourd'hui encore, on s'aperçoit que les mécanismes avant tout intergouvernementaux qui régissent l'organisation sans véritable supranationalité, comme on peut le voir par exemple avec la Commission européenne, entravent la capacité d'agir de la CEDEAO. Et les points qu'on vient de voir à propos de cette déclaration de l'état d'urgence déclarée par le président de la Commission qui n'a absolument pas le pouvoir de prononcer un tel État est absolument significatif de cette
contradiction structurelle de plus en plus dans laquelle se trouve la CEDEAO aujourd'hui. Théophile, on a déjà esquissé avec toi il y a quelques jours dans une autre émission sur ce coup d'État au Bénin le tableau, on va dire, des contradictions nombreuses dans cette CEDEAO des États. En termes de communication, la CEDEAO veut afficher son volontarisme, mais du coup on se souvient donc que cela n'a pas été le cas en Guinée-Bissau il y a quelques semaines et également, donc on le disait, au Niger en 2023. Oui, ça n'a pas été le cas toujours, mais pour revenir à cette histoire béninoise, le fait que le Sénat approuve a posteriori, le Sénat nigérian approuve a posteriori l'envoi de troupes au Bénin et surtout que cet envoi de troupes soit mis en scène et qu'on annonce des troupes d'autres pays, alors que le coup d'État a échoué, et un coup d'État, ce n'est pas une rébellion. Donc on a l'impression que le Bénin est enceinte d'une rébellion et qu'on ne nous le dit pas. Parce que si c'est seulement ce coup d'État, dès le dimanche soir, en fait, on n'a plus besoin du tout d'intervention étrangère. Et même en cas de coup d'État, je trouve que l'intervention de la France et du Nigeria, si c'est vraiment un carteron de militaires perdus, comme un peu le dit Patrice Talon, c'est déjà beaucoup, parce qu'a priori, le Bénin a les moyens de circonscrire une aventure de quelques dizaines ou de quelques centaines de soldats. Donc il faut qu'on nous dise vraiment quelle est l'ampleur, quelle est la profondeur de cette crise. Est-ce que les pays de la CEDEAO ont des informations qui mettraient en cause les pays de l'AES parce que pendant ce temps, on a vu qu'il y a un avion nigérian, un avion militaire nigérian qui s'est retrouvé à Bobo Dioulasso au Burkina Faso parce qu'il était en déroute, mais pourquoi il était là-bas, on ne sait pas. Pourquoi il a dû traverser pourquoi on ne se le dit pas, et aussi le Nigeria instrumentalise la CEDEAO dans le cadre de ces problématiques interne, parce que le Nigeria est aux prises avec l'hostilité des États-Unis et du coup il se réfugie dans les bras de la France, parce que le dimanche en question il y a eu un entretien entre Bola Tinubu et Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a communiqué sur la question de la sécurité dans le nord du Nigeria. A priori et a posteriori, la France a admis qu'elle avait demandé, qu'elle avait non seulement intervenu, qu'elle était non seulement intervenue elle-même, mais qu'elle avait évoqué la question du Bénin avec le Nigeria. Les deux présidents, Tinubu et Macron, ont parlé de la question du Bénin. Et aujourd'hui, le Nigeria a peur d'une intervention américaine sur son territoire, parce que les Américains, en fait, font passer le Nigeria pour une sorte d'État failli qui est incapable de protéger les chrétiens dans son territoire. Et voilà que Bola Tinubu joue le grand chef qui s'en va en guerre au Bénin, dans un pays voisin, et qui peut faire la paix chez les autres alors qu'il n'est même pas capable de faire la paix chez lui-même. Et même dans le domaine pétrolier, on voit que la grande réforme pétrolière qui malheureusement est trop peu médiatisée au Nigeria, Total a de nouveaux champs pétroliers, tandis que les majors américaines sont un peu en recul. On a vraiment l'impression que dans tout ça, le Bénin est un jeu, est un instrument entre les mains de la grande puissance ouest-africaine qui n'arrive pas elle-même à se gérer dans ses rapports avec l'Occident. Et pour moi, c'est une sorte de redite, parce qu'on se souvient de la guerre au Libéria, en Sierra Leone. Le Nigeria était dans un état catastrophique, et le Nigeria, c'est celui qui a envoyé les troupes pour empêcher le ROUF sierra-léonais de perdurer. C'est le Nigeria qui était en guerre contre Charles Taylor, et à ce moment-là, c'était pour bien se faire voir des États-Unis, puisque les États-Unis et l'Angleterre étaient contre Fodé Sanko, étaient contre Charles Taylor, et que la France-Afrique, à l'époque, était plutôt pour Charles Taylor, avec Houphouët-Boigny et Blaise Compaoré. Et d'ailleurs, le livre de Niagalé, Afrique de l'Ouest, je crois, les stratégies françaises et américaines, le racontait très bien, comment à ce moment-là, la CEDEAO était vue comme l'instrument des anglo-saxons. Au moment où la France pouvait encore intervenir ouvertement, et même au début de la guerre en Côte d'Ivoire 2002, le Nigeria a fait venir des alphagettes à Abidjan et s'est imposé dans la discussion, puis ces alphagettes sont repartis et l'armée française est intervenue, et les Ivoiriens étaient finalement d'accord, que ce soit du nord ou du sud, pour préférer une intervention militaire française à l'intervention de la CEDEAO, parce que les Comores avaient une réputation épouvantable. Les Comores sous pavillon, entre guillemets, nigérian. Donc je pense qu'il ne faut pas quand même oublier
cet aspect instrumental du Nigeria dans cette affaire. Et le Nigeria peut aussi se dire qu'une sorte de guerre entre la CEDEAO, entre guillemets, bien entendu, entre la CEDEAO et l'AES, neutraliserait les États-Unis dans leur envie, dans l'envie de Trump de créer des problèmes au Nigeria, parce que ce serait une problématique géopolitique plus importante et qui ferait intervenir l'Europe et les intérêts européens plus en avant. Alors, oui, Niagali, je me permets de te donner la parole du coup, puisque tu as quelques contraintes, pardon. Et que... Non, mais juste pour réagir à cette analyse qui est particulièrement approfondie et pertinente. Parce qu'effectivement, tu as travaillé sur cette question des influences américaines. Des politiques françaises et américaines, dans la région. Moi, je dirais que la France a toujours plutôt méprisé la CEDEAO et l'Union africaine d'ailleurs, et que c'est ce qui explique le soutien résolu qu'elle a apporté à la création du fameux G5 Sahel, qui n'existe quasiment plus aujourd'hui, qui était une initiative mauritanienne, mais il y a eu cette sorte de trahison qui a été aussi perçue comme telle par les pays côtiers francophones qui n'ont pas compris la façon dont la France s'investissait pour l'émergence en réalité d'un autre cadre. Mais aujourd'hui, dans le cas qui nous occupe au Bénin, la présence de la France est particulièrement intéressante parce que c'est finalement le seul pont qui lui reste dans cette Afrique de l'Ouest, parce qu'il faut rappeler que la France a été forcée de quitter notamment le Sénégal. Ses forces prépositionnées de manière permanente ont dû, à la demande des autorités sénégalaises, quitter le pays. Elle a également dû quitter la Côte d'Ivoire et on sait qu'elle est présente au Bénin par le biais de ses forces spéciales. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui est invoquée par le président actuel du Niger pour refuser de renouer des relations diplomatiques cordiales avec le Bénin voisin, en estimant qu'il y a une armée entière qui a été déployée sur le territoire béninois pour déstabiliser précisément le régime du Niger et plus largement les pays de l'AES. Je pense que ce type d'affirmations ont une vocation extrêmement nationale. On parle aussi à l'opinion publique dont on sait très bien qu'elle est extrêmement nationaliste, souverainiste et qu'elle dénonce depuis des années, y compris avant le coup d'État de 2023, le rôle de la France dans le pays. Mais ce qui est intéressant, à mon avis, c'est que comme au moment de la crise de 2023 au Niger, ce qui s'est produit au Bénin, ça démontre qu'il y a de très fortes tensions interétatiques en réalité en Afrique de l'Ouest. Et que tout le monde, y compris les Ouest-Africains eux-mêmes, ont tendance à considérer que l'insécurité provient majoritairement des groupes armés islamistes radicaux tels que le JNIM ou tels que l'État islamique, mais les tensions interétatiques pourraient contribuer à faire émerger une conflictualité que l'on n'a pas vue depuis des décennies dans la sous-région. Alors je ne parle pas forcément de guerre ouverte, mais en tout cas... Et faire le jeu de ces groupes djihadistes qui du coup ne seraient plus la priorité des États. Et rappelons que l'AES n'est pas la seule concernée. Absolument, parce que il y a tout Bénin, le septentrion des pays côtiers, donc du Bénin, du Togo, du Ghana, enfin de la Côte d'Ivoire, du Ghana. Le Sénégal est potentiellement concerné lui aussi. Je pense que les groupes armés islamistes radicaux, notamment le JNIM, progressent de toute façon, quoi qu'il arrive, quelles que soient les tensions entre les États membres de la CEDEAO, d'une manière générale. Et surtout, la CEDEAO a de nouveau fait des déclarations pour indiquer qu'elle allait renforcer son dispositif sécuritaire, mais que son plan d'action qui avait prévu 500 millions de dollars mobilisés aussi via l'UEMOA n'a en réalité jamais vu le jour pour lutter contre le terrorisme dans la région. Donc on attend toujours ça. Alors José Brito, cette hostilité de fait qui s'installe désormais entre la CEDEAO et l'Alliance des États du Sahel, c'est un danger explosif pour toute la région.
Je serais presque un peu provocateur en demandant quelle tension entre la CEDEAO et les États de l'AES. Il y a effectivement justement des intérêts géostratégiques dans la sous-région. L'avance des groupes djihadistes est un peu pas tout à fait un hasard, disons. On se demande, disons, si, parce que pour fonctionner, ils doivent avoir des arrières, disons, pour se ravitailler en tout. Or, on voit qu'il, plus que jamais, ces troupes djihadistes sont en train de se renforcer. Et s'ils sont en train de se renforcer, c'est qu'ils reçoivent du soutien d'autres pays. Et on peut demander aussi s'il n'y a pas un plan, justement, de déstabilisation de l'AES, seulement pour dire, bon, là, pour être direct, disons, la France ne se sent pas bien d'avoir été renvoyée de ces pays et peut peut-être avoir une revanche en mettant en danger, disons, les régimes qui dirigent actuellement l'organisation de l'AES. Et on ne regarde pas, en fait, les questions interétatiques, comme on dit, parce que moi, je considère qu'il y a des forces extérieures ou même intérieures dans la CEDEAO qui ont des intérêts et sont en train de faire fonctionner cela. La CEDEAO, comme organisation, aujourd'hui, pratiquement, c'est dur de le dire, mais n'existe pas réellement, disons. Si on regarde la commission en soi, disons, on prend beaucoup de décisions et il n'y a pas de follow-up de ces décisions. Il y a les peuples de la CEDEAO, en général, incluant aussi cette fois l'AES, ne croient plus en cette organisation. Il y a une organisation en crise. Alors, José Brito, vous avez été l'un des co-auteurs, notamment d'une tribune très critique donc, sur ces 2 poids 2 mesures de la CEDEAO. Et cette organisation se décrédibilise aussi en laissant prospérer des régimes, on peut dire, autocratiques au sein de ses rangs. José Brito? Bon, on a perdu José Brito depuis le Cap-Vert. Théophile, alors, on en vient donc à cette situation qui met énormément de doutes en fait, et d'interrogations dans les esprits. Est-ce que la CEDEAO est capable de mener un bras de fer avec une organisation comme l'AES qui, pour le coup, pourra utiliser des armes institutionnelles qu'elle se créera elle-même? Est-ce qu'on est sur la même échelle en termes de combat entre l'AES et la CEDEAO? Alors, la CEDEAO, d'un point de vue de la puissance économique et militaire, la CEDEAO est plus puissante que l'AES. La CEDEAO, c'est le Nigeria, la plus grande armée ouest-africaine. La CEDEAO, c'est la Côte d'Ivoire qui a amélioré ses capacités militaires, même si d'un point de vue des combats, elle est un peu moins aguerrie que les pays de l'AES qui font face aux djihadistes depuis un certain nombre d'années. La CEDEAO, c'est le Bénin. En fait, en attente, voilà, et c'est une organisation, la force en attente, et c'est aussi des alliés. La France, les États-Unis, peut-être, parce qu'on ne sait pas si Donald Trump préfère mener la guerre au Nigeria ou mener la guerre, disons, entre guillemets, aux Russes, selon la perception occidentale, au sein de l'AES. C'est pas sûr, parce que quand on regarde aussi les liens et les connivences entre Donald Trump et Vladimir Poutine, on peut se poser quelques questions. En tout cas, c'est l'Europe, et la France est quand même une puissance militaire africaine, quoi qu'on dise, même si elle a quitté, les forces ont quitté la Côte d'Ivoire et le Sénégal plus ou moins. Il y a toujours des bases à partir desquelles on peut agir. Le Gabon, la France est toujours présente au Gabon, qui n'est pas très loin du Bénin, etc. Donc ça, c'est sur le papier. Maintenant, d'un point de vue des opinions, est-ce que les opinions des pays de l'AES et de la CEDEAO sont prêtes à une confrontation? Et surtout, est-ce que c'est souhaitable? Je trouve que ce serait vraiment
une catastrophe, parce que voilà des pays extrêmement pauvres qui ont d'énormes défis, et puis qui finalement entreraient dans des conflictualités dont le sens nous échappe. C'est-à-dire, effectivement, José Brito, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Cap-Vert, qui connaît très bien la CEDEAO, nous a expliqué à quel point cette organisation pouvait peut-être mener des batailles qui n'étaient pas la sienne, qui n'étaient pas les siennes. Et donc, je pense que ce n'est pas souhaitable. Maintenant, dans le narratif guerrier, tout donne l'impression que la CEDEAO veut, et peut-être même l'AES veulent montrer qu'il y a quelque chose, qu'il y a une guerre en vue, quoi. En tout cas, une guerre où il y aura certainement une guerre, au moins une guerre froide entre ces États, peut-être pas un conflit guerrier armé, mais des tensions qui continueront certainement et qu'on continuera, nous, de suivre ici à décrypter l'Afrique. Merci, merci Théophile, merci à Niagale Bakayoko qui a dû partir, et à José Brito, ancien ambassadeur, ancien ministre des Affaires étrangères, chef de la diplomatie capverdienne. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve tout de suite pour la seconde partie de notre émission.